Donc bonjour à toutes et à tous. Donc avant de présenter le panel, donc je remercie Madame Benyarlen, la secrétaire d'État auprès du ministre des Finances. Donc également je remercie tous nos convives, membres de l'association, tous les acteurs du système financier, le régulateur, c'est-à-dire le CMF, le ministère des Finances, et tous les acteurs du système, de l'écosystème, de l'investissement, du financement et de l'entrepreneuriat. Et également, donc, nous sommes heureux d'avoir parmi nous deux anciens ministres des Finances, donc M. Jaloul Ayed et M. Slim Besbes, qui est aussi membre de la commission finances de l'Assemblée nationale des représentants du peuple. Donc, le panel, donc, on va discuter du rôle du capital investissement dans le financement de l'économie. Donc, on sait pertinemment que le capital investissement a un rôle microéconomique, c'est-à-dire il apporte à l'entreprise, donc il y a un apport financier, un apport stratégique et même aussi un apport organisationnel. Donc au-delà, il apporte aussi un rôle macroéconomique à travers l'investissement national, par la création d'entreprises et aussi par le renforcement de la taille des entreprises et de la compétitivité. Donc également, dans ce panel, on va essayer de débattre des contraintes et comment arriver à les dépasser pour un financement plus soutenu de nos entreprises et comment le capital investissement va accompagner les entreprises tunisiennes dans les années à venir. Et aussi, on va débattre de l'expérience étrangère. Donc, à cet effet, donc, j'invite M. Jamel Belhaj, donc, directeur général de la CDC. J'invite également Mme Isabelle Bébar, directrice de l'international et de l'université de la BPI France. J'invite également Mme Anne Fossemal, donc directrice Equity Funds de la eBird UK. Donc j'invite également M. Melek Bekir du bureau BUI Tunis. Et j'invite aussi M. Mbarak, Aziz Mbarak, donc, qui est associé fondateur d'Afrique Invest. Et je termine par inviter M. Lies Barayana, qui est responsable de la banque de financement et d'investissement de la BIAD, qui va être le modérateur de ce panel. Merci. Très bien. Oh. Il y a de l'énergie en tout cas dans ce panel. Alors, merci beaucoup Akram. Je m'appelle Ilyes Barayana, je suis responsable en fait de la banque de financement et d'investissement en fait à la BIAT. Et j'ai vraiment un immense plaisir en fait à animer ce panel aujourd'hui. Et je dirais pour deux raisons. La première raison, c'est la qualité en fait des intervenants dans ce panel. Je pense qu'on ne peut pas refuser en fait d'être parmi des gens d'aussi grande qualité. Donc ça c'est en fait la première raison. La deuxième raison, c'est vraiment lié au sujet. Et je pense que le sujet en fait du rôle de capital investissement est un sujet clé que moi, au titre de mes responsabilités sur la banque de financement et d'investissement en fait, à la BIAT, je vis tous les jours. Et je voulais en fait vous donner en quoi c'est important dans mes activités et que cette question est une question fondamentale, je pense, dans le financement en fait, de l'économie tunisienne, cette question du vrai rôle en fait, du capital investissement. Alors, au niveau du groupe BIAT, la BFI regroupe, disons, 4 mondes. Bien entendu, il y a des activités qui sont filialisées pour une séparation en fait, de la gestion, etc. Mais on regroupe 4 mondes. Le premier monde, c'est le financement en fait, classique, bancaire, en fait, de la grande entreprise. Le deuxième monde, c'est le monde en fait, du capital investissement. Le troisième monde, c'est les marchés financiers. Et le quatrième, c'est les marchés de capitaux. Et au début, en tout cas c'est depuis quelque temps en fait, que je gère cette activité, j'étais confronté à énormément en fait, d'inclarté. Comment tout ça peut fonctionner ensemble? On est confronté tous les jours à des demandes en fait, de financement avec des clients en fait, qui nous demandent en fait, du crédit. Et puis on se trouve en concurrence en même temps
avec notre SICAR par rapport à ça. On se retrouve aussi sur des choses où, voilà, de temps en temps, on refuse un crédit. Tiens, on dit, tiens, ce crédit-là, en fait, c'est pas un bon crédit. Ben, écoutez, on va essayer de le passer en fait à la participation et voir aujourd'hui si notre SICAR va prendre ce risque. Et en fait, on se rend compte que la clé pour que tout ça fonctionne, et je pense qu'au-delà en fait de l'intervention en fait de chacun, que ce soit le monde bancaire, que ce soit le monde des marchés financiers ou le monde du capital investissement, la clé pour que les choses fonctionnent, c'est qu'il faut que tout ça fonctionne ensemble. Et pour que ça fonctionne ensemble, il y a deux questions. Il faut que chacun comprenne son rôle et qu'il apporte de la valeur. Parce que, si Jalou l'a dit tout à l'heure, la création de valeur, vraiment c'est l'élément clé. Comment chacun, à partir de son rôle, crée de la valeur. Et ça, c'est vraiment une question essentielle que nous allons essayer de traiter en fait dans ce panel. La deuxième question, en tout cas, ce qui me mobilise tous les jours, c'est qu'il faut que l'ensemble de ces équipes fonctionnent ensemble. Et ça, c'est la question des synergies. Et une partie en fait de mes équipes qui est là. Et je continue de les titiller tous les jours sur cette question. Les synergies doivent fonctionner. Vous devez vous parler. Vous devez fonctionner ensemble. Vous devez trouver des solutions globales en fait à l'ensemble des clients. Et je pense que non seulement chacun doit jouer son rôle et apporter de la valeur, mais l'autre point aussi, il faut que ça fonctionne ensemble et qu'il y ait des synergies. Et c'est pour ça, en tant qu'institution financière, la BIAT, on a été très ravis en fait d'être parmi des invités en fait de la TIC. J'espère qu'il y a beaucoup plus de banquiers, il n'y a pas uniquement des acteurs du capital investissement, mais c'est extrêmement important que tout ça en fait fonctionne ensemble. Voilà, donc c'est d'où l'importance en fait que je vois, en tout cas à mon niveau, sur cette question en fait du rôle de capital investissement dans le financement de l'économie. Et il faudrait qu'on arrive en fait à la comprendre. Et c'est pas uniquement une histoire de chiffres. Je pense aujourd'hui, Karim parlait de 0,3% en fait du PIB en fait qui est financé par le private equity. Bon, c'est vrai qu'au niveau bancaire, on est à une économie qui est financée à 90% en fait par le crédit bancaire et à 20-25% en fait par les marchés financiers. Donc, l'ambition de dire le capital investissement va passer de 0,3 à 0,5%, je pense qu'en termes quantitatifs, ce n'est pas très très significatif. Mais en revanche, je pense qu'il y a une valeur fondamentale que le capital investissement doit apporter dans le financement. Et c'est ce qu'on va essayer en fait d'apporter en fait dans ce panel. Alors, j'ai parlé en fait de la richesse en fait des intervenants. Madame Anne Fossmal, qui en charge, elle est directrice Equity Funds à la BERD. Madame Bébéard, directrice de l'international et de l'université à la BPI, la Banque publique en fait d'investissement en France. Si Jamel Belhaj, directeur général de la CDC. Et Monsieur Bakir de la Banque européenne d'investissement, la représentation en fait du bureau de Tunis, et c'est Aziz Mbark, Rani An Tarif, qui aujourd'hui en fait vont essayer de nous éclairer en fait sur ces questions. Et je souhaiterais donner la parole à Madame Fossmal pour nous éclairer sur votre vision de la BERD, sur le rôle que le capital investissement en fait joue dans le financement en fait de l'économie. Je voudrais vraiment commencer par remercier Karim et Ziad et les organisateurs de cette conférence pour m'avoir convié à venir aujourd'hui. Je suis vraiment honorée de faire partie de cette conférence et de participer. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à tous d'être là pour nous écouter. Et quand nous avons fait notre call de préparation du panel aujourd'hui, le débat qu'on avait, c'était de dire quels sont les volumes qui sont investis dans le capital de développement, dans le capital investissement dans les différents pays. Et la réponse que j'avais de ce que nous avons vu dans les pays historiques de la BERD, c'est que le rôle du capital de développement, comme l'a déjà été dit par tous les intervenants, est un rôle de transformation et d'amélioration et d'apport de valeur. Donc le succès du capital de développement ne se mesure pas par des volumes qui sont déployés, mais plus par les retours financiers et par la valeur qui est apportée. Donc, comme on disait, la création de valeur, c'est cette création de valeur qui va permettre de créer des emplois et de développer une économie. Donc, une des manières d'intervenir que je voulais prendre pour illustrer cette question, la BERD, en conjonction avec tous les organismes de développement qui sont
représentés ici, tous ensemble, nous faisons beaucoup de travail pour investir dans des fonds qui démarrent, dans des équipes qu'on appelle des first-time funds, first-time teams qui démarrent. Ces fonds, au départ, sont très petits et font des petits investissements. Avec le temps, ces équipes grossissent et font des investissements plus importants. Un exemple que je voulais prendre, c'était l'exemple d'un fonds qui est aujourd'hui le fonds de référence en Russie, qui s'appelle Baring Vostok. La BERD, c'était un petit fonds qui faisait 50 millions de dollars il y a une vingtaine d'années, et la BERD a porté la moitié du capital. Lors de leur dernier levée de fonds, ils ont levé 1,5 milliard. Donc les investissements qu'ils peuvent faire sont plus importants. Au début du fonds, ils ont investi dans une toute petite compagnie où il y avait 3 personnes qui s'appelait Yandex. Cette compagnie, au cours du temps, s'est développée, c'est le Google russe, et a fait une introduction extrêmement réussie sur le marché à New York. Donc, par notre intervention, nous avons aidé cette société de capital de développement à se développer. Elle-même a fait des investissements, a apporté de la valeur. Et cet apport de valeur se fait par une amélioration de la gouvernance, par une aide à la réflexion stratégique, se fait également par une aide au recrutement. Donc peut-être que l'équipe de gestion va connaître des intervenants qui ont été un directeur financier dans une entreprise dans laquelle ils investissaient plus auparavant, qui va être un excellent représentant pour cette nouvelle compagnie dans laquelle ils investissent aujourd'hui. Donc le thème de la création de la valeur est très important, et le thème également de la patience. C'est une sorte d'investissement qui prend beaucoup de temps, sur lequel il faut être très patient, et on peut juger du succès sur 10 ans, 15 ans. Ce n'est pas quelque chose qui se juge dans le court terme. Voilà. Allô? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, je souhaiterais en fait parler interpeller Madame Bébéard par rapport en fait à votre expérience dans le secteur sur le rôle de l'action publique dans le développement en fait du capital investissement, avec la vision en fait de la Banque publique de l'investissement, et notamment je souhaitais aussi avoir un point sur la composante dans votre titre. Vous êtes responsable de l'international et de l'université. Est-ce que vous aussi vous pouvez nous en dire un peu plus? Okay. Merci beaucoup. Je fais comme Anne, je vous remercie infiniment de m'avoir invité à ce panel. C'est vrai qu'en France, le capital investissement a débuté dans les années 70, mais c'était un capital investissement un peu disparate et puis pas du tout important. Et puis dans les années 90, mi-90, les pouvoirs publics se sont intéressés à cette industrie, à ce secteur. Donc les pouvoirs publics, c'est qui? C'est la Caisse des dépôts, avec sa filiale CDC Entreprises, qui est devenue maintenant BPI France, donc la Banque publique d'investissement française. Ce sont les régions françaises, c'est aussi le groupe BEI. Et puis l'État aussi, hein, en mettant en place des actions qui favorisaient le développement du capital investissement. Donc, pour vous donner une idée, donc ça a commencé mi-90, fin des années 90. En 1998, les montants levés pour le capital investissement en France, c'était 2,6 milliards d'euros. Et il y avait un investissement 1,8 milliard d'euros. En 2013, les montants levés en France, c'est 8,5 milliards d'euros et 6,6 milliards d'euros levés. Donc près de 4 fois plus. Et ça s'est fait parce que, en particulier, il n'y a pas eu que ça bien sûr, mais il y a eu une action publique extrêmement volontariste. Alors cette action publique, en tout cas pour ce qui concerne CDC, et maintenant BPI France, elle s'est passée comment? Il y a eu deux grandes formes. La principale et la plus efficace pour, à mon avis, développer le secteur du capital investissement dans un pays, c'était une politique de fonds de fonds. Donc BPI France, depuis donc la fin des années 90, s'est employé à investir dans des fonds de capital investissement dans des secteurs peu ou pas assez développés. Donc on a commencé par le capital investissement régional. Au début des années 2000... Alors on en était, en tout cas Madame Fossman nous a éclairé sur le rôle
un peu du capital investissement réellement au-delà des chiffres et au-delà des montants de financement. Et on va revenir en fait vers elle en fait tout à l'heure pour creuser un peu cette question. Alors donc Madame Weber, vous étiez en train de nous parler de l'action publique hein, et son rôle dans le développement du capital investissement. Donc je vous recède la parole. Voilà, donc j'étais en train de dire, donc oui, alors, au début des années 2000, on s'est intéressé au capital amorçage et au capital risque. Et puis, vers l'année 2008, avec la crise financière, là, c'est devenu de plus en plus difficile de lever de l'argent pour, en fait, y compris pour le capital développement. Et donc là, on a commencé aussi à soutenir des fonds de capital développement en France. Donc, pour nous, quel est l'intérêt de cette politique de fonds de fonds? D'abord, c'est pour nous, c'est quelque chose c'est un investissement qui n'est pas très risqué. Et puis, c'est un investissement qui a un effet de levier très fort, c'est-à-dire que quand je fais du fonds de fonds, j'investis 1 euro dans un fonds et je peux me dire qu'il y a 5 euros qui vont être investis dans une entreprise, alors que si je fais de l'investissement, moi, acteur public direct, j'investis 1 euro dans une entreprise, il n'y a pas 1 euro de plus qui sera investi. Et puis, ça a aussi un très grand avantage, c'est que ça ne concurrence pas les acteurs privés, les sociétés de gestion qui font leur job. Au contraire, ça les aide à se structurer. Comment nous faisons-nous? Alors, d'abord, on fait des choses pari passu, c'est-à-dire qu'on investit exactement aux mêmes conditions qu'un investisseur privé, qu'une banque, un fonds de pension, un assureur, etc. On investit dans les fonds aux mêmes conditions que lui. On fait ça de manière, on veut être investisseur avisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'investir dans un fonds sur lequel on sait qu'on n'aura pas de rentabilité. Monsieur Hayed le disait tout à l'heure, en fait, un fonds d'investissement, il veut augmenter son multiple. Donc forcément, si vous faites une belle sortie, c'est que vous avez créé de la valeur. Donc la performance financière est en général très fortement liée à la performance économique. Et puis enfin, on intervient toujours en minoritaire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à avoir cet effet d'entraînement sur l'investisseur privé? Tout d'abord, je crois qu'en France, quand un fonds d'investissement va voir BPI France et que BPI France donne son go pour venir investir chez lui, c'est une marque de qualité. Donc ça rassure les autres investisseurs privés. On sait, le marché sait qu'on fait des due diligence poussées et qu'on aide les équipes qui en ont besoin à structurer leur projet. Ensuite, on permet aux fonds d'investissement, aux équipes de gestion d'atteindre une taille critique, ce qui est extrêmement important. La taille critique, elle permet de réellement avoir la possibilité de mettre en place la stratégie qu'on a réfléchi et qu'on a décidé de faire. Donc, à partir de là, voilà, c'est en réunissant en fait toutes ces conditions qu'on a réussi à développer ce marché en France. Alors ensuite, vous m'avez interrogé sur le mot université dans mes fonctions. Oui, c'était un peu dans le sens de l'accompagnement en fait, voilà, que exactement. vous faites par rapport aux investissements. Exactement. Il y a une chose aussi qui est importante et qu'on s'est toujours employé à faire chez BPI France, c'est de créer un écosystème autour de la PME et autour des fonds d'investissement. Et on est fermement persuadé qu'un investisseur, au-delà d'investir de l'argent dans une entreprise, il doit aussi l'accompagner. Et que ça fait partie de sa plus-value. Et c'est aussi pour ça qu'un chef d'entreprise viendra voir un investisseur. Donc chez BPI France, on a mis en place tout un tas d'actions pour accompagner l'entreprise. On a des formations en présentiel. On propose une trentaine de formations tous les ans en partenariat avec des grandes écoles comme HEC, EM Lyon, Kedge à Bordeaux ou les meilleurs experts. Ce sont des formations qui sont gratuites pour les chefs d'entreprise qui font partie de nos meilleurs clients. On a créé aussi un accélérateur. On a sélectionné une 60aine d'entreprises qu'on va cocooner pendant 2 ans. Ce sont des PME on les a sélectionnées, elles font entre 10 et 50 millions de chiffre d'affaires.
Et pendant 2 ans, on va leur faire des diagnostics 360, des missions de conseil complémentaires, on va les mentorer, on va les former. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de ces 2 années, un maximum d'entre elles soient devenues des ETI, c'est-à-dire des très grosses PME. Et enfin, récemment, on a lancé une autre initiative qui est ce qu'on appelle PPI France Université, qui est un site internet à destination des patrons de PME et qui met à leur disposition des vidéos sur des sujets qui les intéressent. Donc tout à l'heure, on parlait aussi de la valorisation de Jaloul Hayed disait que savoir valoriser son entreprise est très difficile. Je vous encourage à venir sur notre site internet parce que justement, il y a une petite vidéo qui vous explique comment valoriser votre entreprise. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est bpifrance-université.fr. C'est très simple, il suffit de s'inscrire et c'est gratuit. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc je voulais peut-être résumer un petit peu les conclusions à ce stade. En tout cas, un premier message, c'est de dire, je pense aujourd'hui, si on pense au capital investissement uniquement en fait au niveau des fonds, je pense qu'on se trompe de sujet. Et réellement, en fait, quand on regarde aussi la Tunisie, je pense, avec l'expérience des SICAR, la question de la défiscalisation, en fait, que Jaloul Hayed a évoquée, je pense aujourd'hui, on n'est pas justement sur cet apport de valeur au-delà, en fait, du montant, en fait, de financement. Je ne pense pas aujourd'hui que l'industrie s'est structurée, en fait, suffisamment pour apporter cette valeur-là. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui nous interpelle de cette expérience en fait qui s'est faite à l'étranger. On reviendra peut-être avec quelques exemples en fait concrets pour nous montrer quelques cas concrets en fait de ce qui s'est fait. Et aussi, je pense qu'Aziz donnera aussi quelques exemples très très concrets en fait par rapport à comment on doit accompagner l'entreprise quand on est un capital investisseur en fait à ses côtés. Alors, puisqu'on est sur le sujet en fait de l'action publique et son rôle contracyclique en France, l'exemple en fait en France de la BPI. Si jamais, en fait, de par vos responsabilités depuis quelques années, la CDC aujourd'hui est très active. En tout cas, c'est un élément nouveau en fait du paysage et c'est un bras en fait de financement public. Est-ce que vous pouvez nous en dire qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur l'action publique en Tunisie et c'est quoi la stratégie que vous avez par rapport à cette industrie? Merci Elias. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais revenir un peu à l'intervention de Jaloul, en fait, parce qu'en l'écoutant, il nous fait rêver. Et je vous assure, pendant 8 mois, quand on était au ministère, tout le matin, dans son bureau, avec Mme Dini qui est là, on rêvait. Et nous, étant commis de l'État, et avoir vécu pendant des années dans l'administration, on l'a ramené à la réalité. Finalement, ce rêve, il disait tout le temps qu'à partir du rêve, on construit. Et on a mis en place une stratégie de travailler sur au moins 5 dossiers. Et l'un de ces dossiers, c'est la CDC. Et finalement, le rêve est réalisé. Alors, on rêvait de quoi? En fait, on rêvait d'un acteur public, investisseur, donc un investisseur en capital, la CDC. On rêvait aussi d'un fonds d'investissement dédié au privé, c'était le fonds générationnel. On rêvait d'un cadre pour le partenariat public-privé. On a fait la première conférence sur le PPP à la fin de l'année 2011. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore un cadre. On a rêvé d'un cadre pour la microfinance, donc les IMF. Aujourd'hui, on a un cadre, on a 4 donc IMF, donc institutions de microfinance qui fonctionnent. Et on rêvait de réforme fiscale. Alors, la CDC, moi je dirais, elle a rescapé. On a un collègue qui est à la CDG, Isabelle le connaît, Mohamed Green, qui a écrit un livre sur la caisse marocaine, et le livre s'appelait La Rescapée. On est honnête à rescaper. Alors, quelle est l'action publique que nous menons? Alors, on a besoin d'un investisseur en capital. Et un investisseur en capital qui va être disons, dédié au secteur privé. Donc, toutes les opérations que nous le faisons en principe en partenariat avec le secteur privé. Pour cela, on a mis en place une stratégie très claire, d'ailleurs très transparente. Cette doctrine d'investissement, elle est sur notre site. C'est de jouer deux choses, hein, de faire le levier financier. Et ce levier, nous le faisons à travers nos participations dans les fonds d'investissement, on dit donc pour le financement de la PME. On a un deuxième rôle
au fait de tiers confiance, notamment pour les tours de table pour les grands projets. Et on a un rôle contracyclique, donc d'investisseur contracyclique, en dehors de ce qu'a dit Isabelle, d'être aussi un investisseur avisé, ça c'est les règles de base de notre fonctionnement. Et je reviens un peu à ce qu'a dit Jeloul tout à l'heure, pour cette action contracyclique. Donc nous, on a essayé, bien sûr, d'intervenir sur tous les secteurs. Donc nous avons aujourd'hui au moins 6 fonds qui fonctionnent, donc qui ont été montés, dont les levées ont été réalisées avec le secteur privé. Et ces fonds-là, l'engagement de la CDC est à peu près 250 millions de dinars et la levée totale est de 500 millions de dinars. Là où on a trouvé des problèmes, notamment pour ce rôle d'être un acteur contracyclique, sur le secteur touristique. Donc nous avons prévu la création d'un fonds d'investissement pour démontrer que dans le secteur, il y a encore des opportunités d'investissement, il y a de la valeur. Et on a eu de la résistance par rapport aux investisseurs, compte tenu de la situation sécuritaire du pays, par rapport à la situation du secteur lui-même et de la rentabilité au niveau du secteur, et surtout des résistances par rapport au traitement des actifs, disons, non productifs ou de prix non productifs du secteur. Et cela nous a... c'est le seul fonds sur lequel on a eu des problèmes, de levée de fonds. Alors, comme action publique, donc aujourd'hui, la CDC joue le rôle en fait d'appui de politique publique, notamment dans les régions. Pour cela, nous avons un fonds de développement régional qui est dédié aux PME dans les régions, de 100 millions de dinars. Une équipe de gestion a été montée, ils travaillent pour financer les PME dans les régions. On est dans d'autres secteurs, notamment, Madame la secrétaire a parlé un peu de la stratégie pour le financement de secteurs d'éthique. Donc c'est un engagement que nous avons pris il y a une année d'aider à la mise en place des véhicules de financement et d'instruments de financement à travers des ressources publiques. On est aussi sur un certain nombre d'autres secteurs. Ce que je tiens à dire, c'est que la CDC veut aussi être une force de proposition, de changement, d'innovation. Donc on a conclu avec la Banque mondiale une ligne de mezzanine. Donc nous faisons d'une manière industrielle la mezzanine, en faisant intervenir pratiquement tous les collègues qui sont dans la salle. Donc c'est ouvert à toutes les SICAR et à toutes les équipes de gestion. Ce n'est pas un monopole de la CDC. Et l'idée à travers cela, c'est d'offrir de nouveaux instruments de financement à la PME, trouver de nouvelles solutions, mais d'une manière aussi, dont notre approche, c'est d'une manière industrielle et pas uniquement du cas par cas, c'est une ligne. Aujourd'hui, la législation n'a pas évolué au niveau, comme l'a soulevé C. Jaloul, par rapport au fonds mezzanine, on n'a pas cette possibilité, mais au sein de la CDC, on a une ligne mezzanine pour financer les PME. Voilà un peu très rapidement ce que l'on fait. Très très bien. En tout cas, on est ravis en fait d'entendre qu'au niveau de la CDC, il y a des mécanismes en fait publics qui sont là pour aider l'industrie en fait à se développer. Et peut-être maintenant, il va falloir qu'on creuse qu'est-ce qu'il faut de plus pour que réellement en fait on puisse aller au-delà. Et on reviendra en fait avec quelques questions par rapport à ce point tout à l'heure. Alors, Monsieur Bekir, maintenant spécifiquement votre regard en fait sur la Tunisie en tant qu'institution multilatérale présente ici. Qu'est-ce que vous pensez un peu du secteur de capital investissement en fait en Tunisie et c'est quoi les priorités de développement que vous voyez, vous qui côtoyez un peu le secteur avec une vision un peu extérieure? Merci. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier l'ATIC pour cette invitation. Et j'aimerais attirer votre attention sur un point, c'est que contrairement à mes copanélistes, je ne suis pas vraiment un opérateur du secteur, mais plutôt je représente une institution de développement en tant qu'observateur de ce marché-là. Et à ce titre-là, je vais vous faire part de quelques constats. Ce que je constate, premièrement, c'est que le marché est relativement étroit, aussi bien en termes d'opérations qu'en termes d'acteurs en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on voit très peu de nouvelles équipes émerger sur le marché tunisien.
Et ça, c'est peut-être à la fois le rôle des institutions de développement, mais aussi le rôle de l'État, qui devrait, en notre sens, canaliser un peu plus de fonds pour encourager l'émergence de nouvelles équipes. Le second constat, c'est que sur l'ensemble des fonds levés, on remarque qu'en grande majorité, les fonds levés sont levés auprès d'investisseurs institutionnels, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'implication des investisseurs indépendants, contrairement à ce qui se passe sur des marchés un peu plus matures. Et puis le troisième constat qui est de taille, qui est dû pas uniquement aux stratégies des différents acteurs du marché, mais aussi à la réglementation en elle-même, c'est qu'il y a une certaine inadéquation entre l'offre et la demande. Inadéquation en termes de taille de ticket, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs présents aujourd'hui sur le marché sont sur des niveaux de tickets relativement élevés par rapport à la majorité de la taille des entreprises qui composent le tissu économique tunisien. On est sur des tickets qui sont en tout cas au-delà de 500 000 dinars et 1,3 million à peu près en moyenne. Et il y a une inadéquation en termes d'instruments. Parce que quand on sait que la majorité des entreprises tunisiennes sont des entreprises familiales, peu enclins à ouvrir leur capital, l'absence justement, comme le soulignait Sijalou tout à l'heure, de fonds mezzanine, de fonds spécialisés uniquement sur du quasi-equity, fait que beaucoup d'entreprises sont peu enclins à venir vers les capitals risqueurs et les capitals investisseurs aujourd'hui. Justement sur cette question en fait de taille, qui est peut-être quelque chose en fait de transverse en fait à la Tunisie. Nous sommes un petit pays, une petite économie, donc forcément en fait des petites entreprises. Par rapport à ce constat spécifiquement, vous avez des idées sur comment en fait avancer avec des exemples. Oui, parler avec quelques exemples. En fait. Effectivement. Alors, juste pour terminer, avant de revenir vers les exemples, je signalerai aussi que, comme le disait d'ailleurs à juste titre Sejaloul aussi tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont ciblées sont essentiellement des entreprises de croissance, des entreprises innovantes, donc technologiques essentiellement, et on délaisse quelque part ce qu'on appelle communément le lifestyle business, qui lui ne va pas créer autant de valeur que les entreprises innovantes, mais qui a le mérite de créer de l'emploi, d'avoir des impacts socio-économiques intéressants. Et donc, je veux dire que la mesure de la performance et des impacts ne doit pas se faire sous l'angle de la rentabilité exclusivement, mais aussi en termes d'impact socio-économique. Parce qu'aujourd'hui, résorber un déficit de 800 000 chômeurs, ça ne se fait pas uniquement à travers de l'innovation. Voilà. Pour revenir maintenant aux exemples et aux cas pratiques, je citerai à titre d'exemple Business Partners ou Grofin, qui opèrent essentiellement en Afrique et sur certains pays du Moyen-Orient, et qui sont sur des tickets extrêmement bas, 41 000 $. Ils arrivent à rentabiliser. Ils arrivent à rentabiliser parce qu'ils ont une autre organisation. C'est-à-dire que quand vous prenez un analyste dans une société de gestion classique, en moyenne, il fait un grand maximum de 2 deals, voire 3 par an, exceptionnellement. Les analystes de Business Partners et de Grofin sont obligés de faire au moins 1 deal par mois. Évidemment, les tickets n'étant pas les mêmes, la structure d'entreprise n'étant pas la même, la difficulté n'est pas la même, évidemment aussi. Très bien. Voilà. En tout cas, ça se fait et ça existe. Bon, justement, sur ce point, Aziz, je voulais en fait interpeller, peut-être aussi, je vais revenir avec nos amis de la BERD et de la BPI sur la question de l'émergence d'équipes. Je pense que Tuninvest, en fait, c'est l'exemple en fait d'une émergence en fait d'une équipe et une success story en fait en Tunisie dans le domaine et peut-être il y a aussi un rôle en fait qui devrait. Je voudrais avoir en fait votre retour sur les multilatéraux et leur rôle dans l'émergence en fait des équipes de gestion en fait efficaces. Et je pense que Tuninvest est un des exemples en fait par rapport à ça. Mais c'est pas sur l'expérience de Tuninvest, Aziz, que je voulais t'interpeller. C'est quelques niches en fait dans le capital investissement où le financement classique ne fonctionne pas, et notamment en fait la création d'entreprises et le early stage. Donc, tu voulais partager une expérience avec quelques investissements que vous avez fait récemment. Oui, merci Yann. Peut-être quelques remarques comme suggèrent les présentations qui ont déjà été faites. Je me tourne vers Melek d'abord, qui vient de nous dire que la BEI observe le capital investissement de loin
et sans être un acteur du sujet, alors qu'Isabelle vient de nous dire que le lancement du capital investissement en France s'est fait grâce à la BEI. Donc je vous repose la question, Mel, est-ce qu'il est possible de revoir votre copie? Il faudrait vous engager de manière massive pour supporter le capital investissement en Tunisie. Et s'il y a un moment dans lequel la BEI devrait s'engager davantage, c'est bien ce moment-là en Tunisie. Le deuxième sujet que me suggèrent en fait les présentations qui ont été faites, c'est ce qu'a dit Sijaloul. Sijaloul nous a dit tout à l'heure que la finalité en fait du capital investissement, et il a eu peur de nous choquer, il a bien raison, c'est pas de créer des emplois, mais c'est de créer de la valeur. Alors moi je m'adresse aux militants de la société civile que tu es, Lies, je sais que tu es très engagé dans la société civile. Nous en ce moment en Tunisie, je pense qu'on a besoin d'espoir, on a besoin de donner du rêve et de l'espoir à nos jeunes, pas en fait. Et c'est ça notre drame. Le drame, c'est que aujourd'hui, on est dans un contexte et on est dans une situation où les voies semblent être bouchées. Et donc, quand on interpelle en fait la force publique et qu'on dit l'État à travers CDC ou l'État à travers les différents instruments, et Madame la Ministre nous rappelait, nous annonçait quelques bonnes nouvelles en fait de lancement de fonds de early stage ou de lancement d'incubateurs. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Je suis, par exemple, interpellé du fait que le ministère de l'Investissement ne soit pas représenté aujourd'hui. Pourquoi tu ne les as pas invités, Karim? Tu les as peut-être invités, ils ne sont pas venus. Bon, je suis vraiment interpellé par ça, parce que je considère que c'est tellement important, et les occasions, en fait, pour nous donner de l'espoir à tous, et pour considérer qu'il y a une suite à ce qui s'est passé, sont tellement peu nombreux, que je pense qu'il ne faut pas rater ces occasions. Et je suis extrêmement déçu que ce ministère ne soit pas représenté, alors que les composantes de ce ministère sont d'un très très haut niveau. On les connaît tous et c'est des amis communs. Bon. Donc je pense que le rôle de l'État, c'est probablement un rôle financier, c'est un rôle réglementaire très important. Donc nous on attend beaucoup en fait de l'administration fiscale. Parce que même si le dégrèvement fiscal ne devrait pas être le levier pour créer des fonds en Tunisie, mais on ne doit pas se voiler la face. C'est le levier pour créer des fonds en Tunisie et c'est une réalité. On ne doit pas se voiler la face. Alors peut-être qu'on doit tendre vers un schéma qui est différent, mais aujourd'hui on est dans cet environnement. Aujourd'hui quand on essaie d'orienter l'épargne longue vers le capital investissement et vers des métiers qui sont risqués, en disant finalement la plus-value à la sortie ne doit pas être exonérée parce que ça fait trop d'avantages, et là on est très en dessous de tous les benchmarks. On était avec Isabelle la semaine dernière en France. Moi je dois dire que la France n'est pas un pays où il y a des cadeaux fiscaux, mais c'est un pays où le capital investissement est totalement exonéré à la sortie parce que c'est un métier risqué et parce qu'on est incapable d'attirer l'épargne longue, même par la force. On ne sera pas capable de, même si on va dire aux assureurs la représentation de vos engagements ou de vos réserves, vous devez les investir dans le capital investissement, ils se débrouilleront pour faire du portage et ça sera du capital investissement facial et fictif. Donc les avantages doivent se comparer favorablement à ce qui existe ailleurs. Le rôle de l'État, de mon point de vue, c'est de dire, tu m'as demandé quelques exemples, je vais en donner quelques-uns. Nous avons réuni une équipe de compétences tunisiennes qui n'avaient pas d'argent. Dans l'objectif, et je vois Saïf Bjeoui ici, et nous l'avons fait ensemble, dans l'objectif de faire un build-up, de créer une société spécialisée dans les matériaux de construction. Le premier site qu'on a identifié, c'est Medni. Et on se rappelle tous la première visite des ministres économiques en Tunisie, dans le sud tunisien, pour essayer de voir pourquoi l'investissement ne marche pas. Nous avons été incapables, au bout de 4 ans, de démarrer cet investissement à Medni, et on était en faillite virtuelle si nous n'avions pas changé de stratégie pour faire un build-up sur des acquisitions qui se sont faites à Manzil Hayat et qui se sont faites à Agherb. Donc le rôle de l'État, et là il s'agit de tirer un câble pour ramener de l'électricité, pour ramener de la haute tension à un site sur quelques kilomètres. Donc c'est ça, le rôle de l'État, c'est de faciliter. Le rôle de l'État, ce n'est pas de mettre les bâtons dans les roues. Et parfois, j'ai vraiment le sentiment que l'État se met dans une posture. Alors l'État, encore une fois, c'est des administrations. L'État se met dans une posture qui la met dans une position où l'État se fait très très mal. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple avec Mme Bouhdiba, et je vois Mahdi El Bah dans la salle. Nous avons une société,
la Tunisie est une vraie plateforme d'injection dans le plastique. Et nous avons un vrai savoir-faire dans le plastique technique, mais également dans le plastique conventionnel. Nous avons de grandes success stories dans ce métier. Alors, nous avons une société publique qui s'appelle la STEG, encore une fois. Pour tous ceux qui sont de loin ou de près ou de loin dans la promotion immobilière, on sait qu'en Tunisie, on n'est pas capable de réceptionner des bâtiments parce que les compteurs de gaz ne sont pas livrés. Eh bien, les compteurs de gaz, on peut les fabriquer en Tunisie si le cahier des charges est orienté vers ce qui se fait. Donc si la commande publique est orientée vers la PME tunisienne. Et la commande publique, malheureusement, elle n'est pas orientée vers la PME tunisienne. Et aujourd'hui, quand on s'intéresse aux projets en démarrage, le vrai sujet, c'est le marché. On est un petit pays, tu le rappelais, on est un petit marché. Malheureusement, ce qui se passe à nos frontières, nos frontières au sud nous fait très très mal. Hein. On n'en parle pas souvent, mais c'est un marché qui se ferme. Avec l'Algérie, on espère que la situation ira en s'améliorant. Donc on est obligé, et le ministre que j'ai entendu parler d'orienter la commande publique vers les entreprises, c'est Norman Ferry. Et ce n'est pas un hasard que ce soit le seul ministre qui ait accepté de venir ici avec Madame la secrétaire d'État, de venir témoigner. Je pense, moi je veux lui rendre hommage, parce que c'est le premier qui a parlé d'orienter la commande publique de nos PME vers des projets publics, parce que c'est extrêmement important. Maintenant j'en viens à la création d'entreprises. Voilà, juste en fait, et effectivement, en fait, par rapport à la question en fait, de la frustration par rapport à l'action publique, et nous avons beaucoup, et on en parle souvent en fait, par rapport à nos actions dans la société civile, et ce qu'on attend en fait de l'État, et ce qui doit avancer comme réforme, comme changement peut-être de mentalité et d'état d'esprit en fait dans l'intervention. Mais malgré toutes ces frustrations, moi je souhaiterais que tu nous donnes espoir en disant qu'avec quelques exemples en fait que vous réussissez à faire, malgré tout cet environnement-là, il y a quand même à espérer, et il y a quelques cas en fait de réussite très significatifs. Bien sûr, il y en a. Tejra est un cas de réussite, mais je dis c'est dommage que l'investissement ne se soit pas fait à Mednine, alors qu'on court tous derrière les investissements dans les zones décentralisées. Et c'est une réussite aujourd'hui. Et c'est une réussite sur les aspects financiers, sur les aspects de création de valeur et sur les aspects d'économie d'énergie qui sont très importants dans les activités de matériaux de construction. Je vois que dans le panel cet après-midi, il y a une société qui porte le nom d'Esprit. Donc Esprit est une université privée que nous avons incubée il y a quelques années. Ça n'a pas été facile parce que c'est arrivé dans un environnement où l'image de l'enseignement supérieur privé était désastreuse en Tunisie. Et Esprit est une belle réussite. Ce que nous avons apporté à Esprit, je pense que nous avons gardé dans nos locaux pendant 6-7 mois, c'est 3 choses qui sont relativement simples. La première, c'est de travailler sur la gouvernance, de travailler sur les KPIs, si Jaloul en parlait tout à l'heure, et c'est extrêmement important, de travailler sur les processus de prise de décision, parce qu'à la base, en fait, l'équipe qui portait le projet avait une connaissance parfaite en fait, des produits qu'elle essayait de mettre sur le marché. Et ça, c'est un point très très important. Mais elle n'avait pas forcément des capacités managériales qui l'habilitaient en fait à affiner son business model et à rentrer de manière favorable. Le deuxième aspect, je pense, qui est important, c'est une structuration financière pertinente que nous avons réussi à faire grâce à, je pense, l'état d'esprit des dirigeants. Parce que là aussi, je pense que les porteurs de projets se mettent souvent dans une posture de contrôle d'un projet et essaient de structurer les finances d'un projet en démarrage sur la base du contrôle d'un projet, sur la base de ce qu'exige le faux produit. Le faux produit exige une mise de 30% en fonds propres pour pouvoir... Le faux produit est un fonds public en fait qui apporte des ressources complémentaires aux porteurs du projet, alors que ça c'est complètement dépassé. Et les dirigeants d'Esprit ont eu l'intelligence de dire nous allons contrôler notre projet en étant à 20% ou à 15% du capital au départ, en ayant un actionnariat pertinent, c'est-à-dire en faisant intervenir dans le capital une centaine d'enseignants de très très haut niveau qui pouvaient apporter, disons, de la consistance au niveau du produit mis sur le marché, et puis des institutions également de qualité. Le troisième aspect, c'est le marché, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que le rôle d'une institution qui peut incuber des projets, c'est également d'essayer d'aider à identifier des marchés, parce que les premiers marchés, en fait, c'est Friends and Family. Parce que quand on démarre, si on n'est pas dans une posture où on se fait aider pour avoir le premier contrat, la première référence, eh ben, on ne peut jamais réussir à émerger.
Alors merci à Aziz pour ce témoignage. Je voudrais en fait revenir à un point essentiel que nous avons eu en fait dans la préparation, Madame Fosmal, quand on a parlé du rôle de capital investissement au-delà en fait de financement. Je voudrais en fait vous interroger sur comment vous sélectionnez vos investissements et notamment en fait les questions d'équipe et en fait comment vous aidez à l'émergence en fait d'équipes dans les différents champs d'intervention que vous avez. Après, je souhaiterais interroger Madame Bébert sur le même sujet, sur le développement régional et l'émergence d'équipes au niveau régional. Et je terminerai avec Sijamel avec une question sur la suite. Voilà. Donc, c'est un travail long, patient, c'est un travail d'amour de travailler avec des équipes émergentes pour les aider à se constituer ensemble. Donc généralement, la manière dont ça se passe, c'est qu'il y a 3 personnes qui se connaissent, qui ont travaillé ensemble sur une opération. Il y a peut-être quelqu'un qui était le banquier d'affaires d'un entrepreneur. Cet entrepreneur avait également une participation dans une autre entreprise et cette autre personne était aussi impliqués là-dedans. Il y avait peut-être un consultant qui travaillait, ces 3 personnes travaillent ensemble et se disent on a la même vision de ce marché, on voit qu'il y a des opportunités d'investissement dans le secteur de la consommation peut-être et dans le secteur des télécoms en Tunisie, au Maroc et en Algérie et nous avons ensemble les compétences pour démarrer un fonds de private equity, un fonds d'investissement. Donc ces gens-là vont parler ensemble, ils vont partager leur vision. Ils vont commencer à mettre ça sur un morceau de papier et ils vont nous approcher. Ils vont approcher la BERD, ils vont approcher Isabelle, ils vont approcher la BUI, ils vont approcher tous ces acteurs. Et on va travailler ensemble pour les amener à devenir une proposition dans laquelle on peut investir. Donc c'est un travail très patient. Ce qu'on cherche à faire et ce qu'on cherche à vérifier, c'est que ensemble, ils ont toutes les compétences complémentaires nécessaires pour être un opérateur de capital risque compétent. Donc la capacité de trouver des opérations sur le marché, est-ce qu'ils ont accès à des opérations sur le marché directement par leurs propres contacts, pas simplement par les banques d'affaires? Est-ce qu'ils ont ensuite la capacité de structurer ces opérations? Est-ce qu'ils ont la capacité de prendre des participations? Est-ce qu'ils ont une expérience dans la prise de participation? Est-ce qu'ils ont la capacité d'apporter de la valeur? Donc, comme tout le monde a dit jusqu'à maintenant, est-ce qu'ils ont la capacité d'apporter la bonne gouvernance, d'aider à recruter, de travailler ensemble en partenariat à la définition d'une stratégie? Et ensuite, ils ont la capacité de sortie. C'est aussi très important d'avoir la capacité de sortir de ces investissements pour pouvoir former un track record. Et donc, mon équipe et les équipes de mes collègues ici, multilatéraux, passons beaucoup de temps avec ces équipes naissantes pour les aider à démarrer. C'est un travail qui est très important. Notre critère de décision d'investissement est extrêmement simple. Nous investissons dans des fonds de la même manière qu'un investisseur purement privé le ferait. Et on fait ça pour une raison extrêmement simple, c'est que notre idée est de développer des opérateurs qui vont être indépendants éventuellement du capital des organismes multilatéraux. Une fois que le risque dans un pays, le risque politique du pays est jugé comme acceptable par les opérateurs privés institutionnels, ils vont trouver plusieurs opérateurs de capital risque qui sont là prêts à être investis. Donc notre but est toujours de travailler international best practice, donc sur le thème de la compétence de l'équipe, l'alignement des intérêts. Il est extrêmement important que les termes d'investissement dans le fonds soient complètement en accordance avec international best practice. Donc pas c'est très simple, les critères de décision sont très simples. On regarde l'équipe, on regarde la stratégie, on regarde le pipeline, les compagnies dans lesquelles ils ont l'intention d'investir, et on regarde les termes. Et c'est très important de faire ce travail de manière très patiente et d'aider ces managers émergents. Donc la BERD, au cours de ses quasiment 25 ans d'existence, a investi dans près de 170 fonds. Dans la région historique de la BERD, qui est l'Europe centrale, on est le plus gros investisseur dans des fonds de capital développement. Et la moitié des investissements qu'on a fait, donc la moitié de ces 170 investissements, sont dans des first-time funds, first-time teams.
Donc ce sont des équipes qu'on a développées patiemment. On est aussi très content de continuer à supporter des équipes qui ont encore besoin de notre rôle de multilatéral, généralement, principalement, parce que le risque du pays est encore jugé comme étant pas acceptable pour les acteurs privés. Une des choses que je voulais dire aussi, on a beaucoup parlé de ça, c'était la taille de la Tunisie. Donc on a vu, en tous les cas dans notre région historique, la majorité des fonds sont des fonds qui sont régionaux. Et le fait que ces fonds soient régionaux dès le départ leur permet de diversifier le risque et leur permet également de construire des plateformes régionales. Donc on a quelques-uns des fonds dans lesquels on investit, par exemple, qui démarrent en Pologne, mais qui peuvent investir aussi en République tchèque, en Roumanie et en Bulgarie. Et à partir de là, ils peuvent constituer des acteurs régionaux qui peuvent ensuite être revendus à des acteurs plus gros qui sont intéressés à consolider à un niveau régional. Donc je pense que les règles qui sont importantes, c'est vraiment de rester avec purement des règles, les mêmes règles que dans le secteur privé. On a, en tant que multilatéral, plus de patience et plus d'appétit de risque. Mais nos critères de décision d'investissement sont les mêmes que le secteur privé. Et je pense que ça, c'est très important pour permettre à ces acteurs d'attirer du capital étranger. Ce que disait Isabelle, dans notre portefeuille, on a exactement le même multiple. On met $1 et on va en attirer 5. Et c'est ça qui est très important. Et si on ne fait pas les choses avec des critères du secteur privé, on ne peut pas en fait avoir cette capacité d'attirer d'autres capitaux. Très bien. Donc pour les gens qui cherchent à démarrer des fonds qui sont là dans la pièce, venez nous voir. Très bien. On travaille vraiment, une chose que je veux dire aussi, c'est qu'on travaille de manière très très étroite avec les collègues de la BEI, avec les gens de IFC, les gens de BPI, et c'est une coopération qu'on on aime bien travailler ensemble sur ces nouveaux acteurs, et c'est quelque chose de très important pour toutes nos organisations. Très bien. Alors, juste, on va encore prendre en fait 5-10 minutes pour faire l'heure qui était prévue en fait pour le panel. Alors, par rapport à cette question en fait d'émergence publique, encore une fois, de l'émergence d'équipe. La question de l'émergence d'équipe, il y a aussi un rôle de l'action publique, en fait, Madame Bébéar, en fait, dans le fait de faire émerger en fait des équipes. Et vous m'avez parlé d'une expérience dans le développement régional à un moment donné, avec une émergence en fait d'équipes qui s'est faite en France, et c'était suite à un investissement public. Alors c'est vrai que justement quand la puissance publique s'est intéressée au capital investissement régional, il y avait tout un tas de petites structures, et la nécessité c'était vraiment de professionnaliser ces structures et de les faire grossir pour leur permettre d'atteindre la taille critique, parce que tout ce que décrivait Anne en termes de critères, etc., il faut bien sûr être capable de payer tout ça et d'avoir une équipe. Pour avoir une très bonne équipe, il faut être capable de la payer correctement. Donc pour faire grossir une équipe, d'abord il faut la professionnaliser. Donc pour la professionnaliser, on a beaucoup travaillé déjà pour essayer de les formater à ce que demandait le marché. Et c'est pareil, si vous voulez lever des fonds, il faut répondre aux critères de vos investisseurs, sinon vous ne lèverez pas de fonds. Et puis, on a beaucoup travaillé sur la gouvernance. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, en particulier dans les fonds régionaux, puisque les fonds régionaux sont... il y a aussi de l'argent, il y a pas mal d'argent public dans les fonds régionaux, puisqu'il y a les régions. Et donc, il faut absolument mettre en place une gouvernance qui permette aux équipes de rester indépendantes par rapport à leurs décisions d'investissement. Ce n'est pas la puissance publique qui doit décider de la pertinence d'investissement, c'est l'équipe en son âme et conscience, et conformément à la politique d'investissement que ses actionnaires lui ont demandé d'appliquer. D'ailleurs, en Tunisie, en fait, nous avons beaucoup d'exemples de SICA régionales. Et aujourd'hui, je ne sais pas quel bilan on tire. Peut-être dans la suite de la conférence, on tirera en fait le bilan de cette expérience. Mais c'est vrai que cette question de gouvernance de ces SICA régionales était vraiment très très problématique. Et peut-être c'est une des raisons en fait des difficultés que ces entreprises ont trouvées.
Donc le dernier point, pour arriver à faire émerger des acteurs qui fonctionnent et qui pèsent, il fallait leur permettre de grossir. Et donc pour leur permettre de grossir, il faut se mettre en capacité, donc comme je le disais tout à l'heure, d'attirer des fonds, mais il fallait aussi les réunir. Donc ça, d'ailleurs, c'est notre politique actuelle en France. Hein. Il y a énormément de sociétés de gestion en France. Maintenant, la tendance, c'est à consolider le marché et réunir les équipes les unes avec les autres. Donc on a eu plusieurs succès. On s'est aperçu que le niveau régional français était parfois un peu petit. Et en particulier quand on s'adressait, quand vous faites du capital développement, etc. Mais quand vous faites du capital risque technologique, vous ne pouvez pas faire un fonds de capital risque dédié à la région Auvergne, par exemple. C'est un petit peu compliqué. Même s'il y a des très bons projets, il n'y en a pas assez pour nourrir une équipe. Donc, on a fait beaucoup d'interrégionalité sur ce genre de sujet. Merci. Alors, peut-être le dernier, si jamais, en fait, il y a beaucoup en fait de sollicitations et d'interpellations en fait à l'action publique tunisienne, et je pense que vous êtes parmi les plus actifs en fait dans ce domaine. Alors, on en attend toujours plus de la CTC et d'autres acteurs en fait de l'action publique, mais par rapport au point en fait de Aziz sur aider en fait le early stage et l'émergence en fait de sociétés, je sais que vous avez quelques plans, et si vous voulez partager ça avec nous. Merci, Elias. Juste par rapport aux équipes, nous aussi, on a cette stratégie d'aider les équipes à se mettre en place. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, nous travaillons avec 3 équipes existantes. Nous avons aidé à la levée de fonds 3 équipes nouvelles. Nous avons créé notre propre équipe et nous avons agréé, c'est-à-dire que nous avons donné l'accord de principe pour participer dans 2 fonds qui vont être gérés par 2 nouvelles équipes. Et on a dans la salle ici 3 équipes, 3 demandes. Donc en fait, nous, c'est ça le levier. On a un levier financier, mais surtout un levier pour aider à la mise en place des équipes avec les exigences minimales de bonnes pratiques, tout ça, la personnalisation de l'activité. Maintenant, il est vrai que les attentes sont énormes par rapport à la caisse. J'ai oublié de dire aussi que nous avons 6 bonnes équipes qui sont les 6 cas régionales avec lesquelles nous travaillons, nous les appuyons pour améliorer les capacités et surtout leur donner les capacités financières pour pouvoir intervenir dans les régions. Par rapport à l'early stage, en fait, nous voulons, on est malheureusement ou heureusement un guichet public, ce qui fait que nous regardons les choses dans le sens de la viabilité. Et nous avons lancé un travail avec l'agence de promotion de l'investissement qui gère les pépinières, pour mettre en place un réseau d'incubateurs. Et nous voulons qu'on regarde les ressources de la cité comme un accompagnateur, et non pas uniquement un guichet de financement. Et on est en train d'essayer de monter un modèle où, pour rendre l'incubateur viable de lui-même, donc nous mettons le seed money, donc les ressources nécessaires au départ, et que le fonds d'incubation soit viable. Donc ça, je crois que c'est une activité sur laquelle on n'a pas encore donné de résultats, mais il y a un travail en profondeur qui est en train d'être fait donc par la CDC et notamment par l'API qui est en charge de ces pépinières. Très bien, merci. Alors, je pense qu'on va essayer de prendre en fait 2 questions en fait dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des 3. Ok, on peut prendre 3 questions alors. Alors, pas de volontaire? Alors. Peut-être que je vais en susciter une chez Alaya Betaïb. Alaya, en fait, gère un incubateur méritoire aujourd'hui qui est rattaché à l'université Esprit. Et ça fait 1 année et demie, en fait, qu'il se bat pour trouver, en fait, des finances. Parce qu'aujourd'hui, il a eu une dotation en fait de la part du QFF, il a eu une dotation de la part de l'Agence française de développement, mais on sait qu'un incubateur en fait qui reçoit 2 fois 6 équipes, c'est un budget d'à peu près 500 000 dinars par an. En gros, si cet incubateur doit fonctionner dans des conditions normales. Et je souhaiterais que Serlay peut-être fasse un petit témoignage de la galère qu'il est en train de vivre depuis quelques mois.
Merci infiniment. En fait, oui, c'est vrai, ça fait pratiquement 18 mois que nous sommes en train de se battre parce qu'un incubateur, dans la majorité des bailleurs de fonds, donc c'est un investissement qui n'est pas immédiatement rentable. Et donc, c'est vraiment très difficile donc, de pouvoir effectivement allouer les fonds nécessaires pour cela. Un incubateur, en fait, il a besoin de deux choses très, très importantes. Il a besoin, en fait, des OPEX, en fait, de fonds de gestion en fait, de l'espace. Il a besoin aussi de fonds d'accompagnement des incubés. Et ça, très sincèrement, quand il y a eu un investissement qui est très important, vu la conviction de la Direction générale d'Esprit, de mettre à la disposition des jeunes talents, aussi bien de l'école que de l'extérieur de l'école, effectivement, d'un espace, mais à côté de l'espace, de tout l'accompagnement nécessaire pour pouvoir aboutir à des startups technologiques, on a fait face, très sincèrement, depuis pratiquement 18 mois, au grand problème de mobilisation et du financement un peu des OPEX un peu de l'incubateur, et surtout, ce qui est surprenant aussi, le financement un peu des incubés. Ça veut dire tous les frais de mentorat, de capacity building, de coaching et tout cela qui fait défaut aujourd'hui. Donc, on ne trouve pas vraiment de possibilités de financement. C'est vrai qu'Aziz il a mentionné en fait, deux institutions qui ont accepté de financer vraiment très, très, très partiellement. Ça ne répond pas exactement aux besoins de l'incubateur, mais quand même, on va faire avec. On est en train effectivement de penser à lancer quand même un peu les activités de l'incubateur. On va faire venir beaucoup de monde, entre autres la BUI, la Bird et tous les bailleurs de fonds qui sont opérationnels en Tunisie, de voir que malgré toutes les contraintes, on a commencé dans l'espoir qu'éventuellement dans les 6 mois à venir, on a lancé la première phase pilote. On a de brillants en fait, incubés. On a fait un appel. Imaginez qu'on a fait un petit appel pour l'ouverture de l'incubateur pour les incubés. On a reçu 400 candidatures. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement brillants en Tunisie et qui veulent effectivement avoir cette chance-là. Et on espère qu'effectivement, à travers ce panel-là, et avec des bailleurs de fonds qui sont là, en fait, de nous donner cette chance-là, pas seulement pour nous, mais pour les brillants incubés qui sont là. Merci. Si jamais, est-ce que la CDC est prête à financer ce type d'initiative? Oui, en fait, nous, on a eu une séance de travail avec Alain. En fait, nous regardons la viabilité du modèle. C'est que le seul problème, on est sollicité un peu partout. Il faut que nous montons un modèle viable pour l'ensemble des incubateurs qui se mettent en place. C'est ça et ça, on n'a pas encore une vision sur on est en train de travailler là-dessus. Vous avez un exemple concret, si jamais. Parce que le modèle, vous l'affinez, oui. On apprend à marcher en tour. Très bien. En tout cas, je voudrais remercier en fait nos panélistes et je souhaitais en fait à la fin de ce panel en fait peut-être revenir sur quelques messages clés en fait que les interventions des uns et des autres en fait ont essayé de mettre en exergue. Je pense que par rapport à la question quel est le rôle du capital investissement, je pense que on a compris que c'est pas uniquement du financement. Et c'est clair qu'avec 0,5% en fait du PIB, c'est pas ça qui va faire la différence en fait ou la création en fait de la croissance. On attend du capital investissement beaucoup plus que les fonds. Je pense qu'on attend une qualité pour aider nos entreprises à se transformer. Il y a des questions qui touchent à la gouvernance, il y a des questions qui touchent à les aider à se structurer, à leur trouver des marchés, à les accompagner. Et ça, c'est en fait une des interpellations que nous avons tous à différents niveaux, acteurs en fait de cette industrie. Est-ce qu'aujourd'hui on apporte suffisamment de valeur? Je pense que Karim, en fait, au début de son intervention, a parlé en fait de 3 défis pour l'industrie. Il a parlé du cadre réglementaire, du deal flow, de l'écosystème. Mais je pense qu'il y a un 4e défi, c'est un défi pour l'industrie elle-même. C'est qu'elle soit capable en fait d'apporter la valeur que les clients recherchent. Je pense que ça, c'est en fait l'élément en fait fondamental que nous et qui est en fait quelque chose entre les mains en fait des acteurs de cette industrie. Ça, c'est en fait le premier point. Je pense que le rôle va au-delà du simple en fait financement. Ça, c'est clair. Alors, le deuxième point, c'est que pour que ça se développe, clairement, il y a des synergies, moi, je pense, très fortes en fait, qui doivent se développer. Il y a des actions, les multilatéraux sont là pour nous aider un peu dans le développement de cette industrie, mais aussi l'action publique tunisienne doit être présente de manière très forte, que ce soit en fait pour agir en fait sur la réglementation, mais pour aussi donner des outils en fait au développement en fait de cette industrie.
Et puis après, le dernier, je pense que la synergie avec le secteur bancaire, moi en tant que banquier, je souhaitais en fait partager une expérience pour montrer qu'on peut créer de la valeur quand il y a de la synergie entre la banque et le capital investissement. Et pour ça, en fait, je souhaitais prendre un exemple dans le tourisme, peut-être un des secteurs les plus sinistrés en fait en Tunisie. Pour nous, on agit depuis 5-6 ans sur la restructuration en fait d'une créance qu'on a réussi à transformer en expérience de réussite grâce au capital investissement. C'est parce qu'on s'est mobilisé au niveau du capital pour transformer une dette qui était laborieuse, difficile, pour créer un partenariat très solide. Et aujourd'hui, en fait, si Accor aujourd'hui est revenu en Tunisie, c'est grâce à ce type de fonctionnement et de synergie entre la banque et l'industrie du capital investissement. Bon, en l'occurrence au niveau du groupe BIAT, mais aujourd'hui, on a réussi à remettre, aujourd'hui, à redévelopper un partenariat viable avec un partenaire comme Accor, et redévelopper des hôtels en fait dans des niches de marché intéressantes parce que la synergie a fonctionné entre le financement classique, le financement bancaire et l'industrie du capital investissement. Voilà, c'est quelques messages qu'on a souhaité en fait partager ce matin avec vous. J'espère que les éclairages étaient intéressants. Moi, j'en suis sûr. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup enrichi. Oui, bon, effectivement, je parlais de l'éclairage pas au sens vrai du mot, hein, mais voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup en fait d'être venu et merci vraiment à nos panélistes en fait pour avoir partagé toutes ces riches expériences avec nous. Merci.